Bonjour mesdames et messieurs, chers collègues, pour cette dernière séance du mandat, donc le Conseil du 12 février 2026. Merci à tous les services municipaux qui ont préparé cette séance pour nos débats. Merci à eux. Merci aux traducteurs, traductrices en langue des signes. Je rappelle que nos séances sont disponibles en rediffusion si vous souhaitez revoir les débats et que les projets de délibération, je viens de vérifier, sont disponibles en ligne directement, ce qui vous permet de suivre avec le support écrit. Je déclare donc ouverte la présente séance pour laquelle tous les élus ont été régulièrement convoqués. Comme d'habitude, on va procéder à l'élection du secrétaire. Selon l'usage, on vous propose de désigner le plus jeune d'entre nous présents. En l'occurrence, c'est Madame Bérubé, à qui donc je passe la parole pour faire l'appel. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. C'est avec une émotion non dissimulée que je vais procéder au dernier appel nominal de cette mandature, puisque l'usage confie au Benjamin le rôle de secrétaire de séance, et même si mes cheveux blancs trahissent 6 années supplémentaires que nous avons tous prises, je reste aujourd'hui la plus jeune d'entre nous. J'en profite pour dire très rapidement toute ma reconnaissance et toute mon amitié fidèle à celui qui, en 2020, a su me faire confiance. Même si nos chemins politiques et publics se sont depuis éloignés, ce que je respecte profondément d'ailleurs, comme toute forme d'engagement politique, quelle qu'en soit la couleur, il n'en demeure pas moins, dans la vie privée, un ami qui sait me recadrer quand je dépasse les bornes et me réconforter quand les bornes me dépassent. Alors si tu m'écoutes, merci chef. Je vais passer du coup à l'appel nominal. Monsieur Maillard-Rossignol. Oui, présent. Madame Dutarte. Monsieur Bérégovoy. Madame Slimani. Monsieur Chekemani. Madame Malville. Monsieur Labbé. Madame Elkili. Monsieur Sceaux. Madame Labaille. Monsieur de Montchalin. Madame Mansouri. Monsieur Marchand. Madame Vauzel. Monsieur Zuilly. Madame Hector. Madame Boulon-Famille. Monsieur Bierbra. Monsieur Diallo. Monsieur Debert. Monsieur Soré. Madame Lesconec. Monsieur Fehim. Monsieur Roland. Madame Guéville. Monsieur Moreau. Représenté? Oui, c'est sûr. Monsieur Marteau. Merci, Monsieur Marteau. Madame Erwan-Léoté. Madame Fouquet. Madame Desbordes. Madame Argentin. Madame Argentin. Madame Attino. Représentée? Oui. Je ne sais pas, on ne me répond pas. Madame de Saintré. Monsieur Marchani. Monsieur Drouet. Madame Amimi. Madame Duray-Bensaou. Monsieur Levaret. Monsieur Nézé. Monsieur de Gentilbéchy. Monsieur Raslambrec. Madame Mamry. Monsieur Coupin-la-Droite. Monsieur Deveau. Madame Zergui. Madame Carpentier. Monsieur Sprimont. Présent. Monsieur Charoulet représenté. Madame Caron. Madame Renon. Monsieur Trédé. Madame Adouche. Monsieur Gomis. Madame Gomis. Et moi-même. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à l'approbation, je le souhaite, du PV de la séance dernière, donc du 18 décembre. Alors, Madame Bérubé, sur le PV. Oui, merci Monsieur le maire. Je pense que vous me voyez tous venir, parce que je réitère quand même cette intervention depuis plusieurs séances. Et comme pour la précédente, je vais vous épargner la longue diatribe réglementaire tirée du CGCT.
Et notre groupe votera évidemment contre l'approbation de ce PV, dont ne nous parviennent encore que nos propres interventions, que, je le redis, nous rédigeons nous-mêmes et qui ne retracent pas, même dans un style indirect et concis, les propos des orateurs. Donc je ne vais pas me prononcer, ni même les membres de mon groupe, sur l'ensemble d'un procès-verbal que je n'ai pas à ma disposition. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur le procès-verbal? Je n'en vois pas. Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc je suppose que oui. Levez la main s'il vous plaît quand même. Si vous avez une procuration, levez deux mains, juste pour bien vérifier. Merci. Qui s'abstient? Personne. Donc le PV est adopté. Ensuite, on passe donc à la séquence des motions et des vœux. Alors, là, il y a peut-être un petit changement parce que nous avions reçu 3 motions, dont 2 sur le même sujet, qui concernent le soutien aux classes CHAM du collège Georges Braque. Ce sont les motions respectivement du groupe Au Cœur de Rouen et une motion commune au groupe Aux Groupe, Fier de Rouen, Rouen l'écologie en acte et le groupe des élus communistes. Ça, c'est sur les CHAM. Puis il y a une autre motion du groupe Rouen Avenir sur un autre sujet. En l'occurrence, sur les CHAM, alors je ne suis pas élu au département, mais il me revient qu'il y a eu une réponse après sollicitation d'un certain nombre d'élus. Je ne vais pas refaire le débat, mais il y a eu une réponse du président Bélanger, ce qui rend l'objet de ces motions relativement nul. Donc, on a fait juste passer le mot dans le groupe de liaison des différents présidents de groupe pour voir s'il était jugé opportun de maintenir ces 2 motions. Évidemment, soit on les maintient toutes, soit on ne les maintient aucune des 2, mais je ne parle pas de la 3e, mais des 2 premières. Donc je regarde les différents présidents de nos groupes. Bien sûr, si un groupe souhaite qu'on maintienne, on maintient, mais honnêtement, ça va être un peu lunaire puisqu'on vient d'avoir une réponse. Est-ce que tout le monde est d'accord pour enlever donc ces 2 motions, la motion du groupe Au Cœur de Rouen et la motion commune de la majorité? Tout le monde est d'accord? Très bien. Merci. Oui, je le dis parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le sujet précis, mais c'était celui des motions. Il y avait une interrogation quant à l'abandon annoncé du financement par le département de Seine-Maritime. Je crois que c'est de l'ordre de 12 000 € du financement donc des classes dites CHAM, donc classes à horaires aménagés pour la musique du collège Georges Braque. Et un certain nombre d'élus, notamment départementaux bien sûr, de sensibilités différentes, s'étaient exprimés publiquement, par écrit, etc. Nous avions écrit aussi pour ce qui me concerne. Et je ne veux pas travestir les débats puisque je n'y étais pas, mais le président Bélanger s'est exprimé en indiquant, Jean-Michel, tu me corriges si je me trompe, mais les élus départementaux qui étaient là me corrigeront, qu'il y aurait un budget supplémentaire pour que ces 12 000 soient maintenus. Donc, et c'était l'objet des motions. Donc, du coup, c'est plus la peine d'avoir ce débat. On est tous d'accord? Très bien. Donc, du coup, on passe directement à la motion numéro 3, si mon ordinateur veut bien. Voilà. Juste une précision technique par rapport à ce que disait Madame Bérubé. Je veux juste préciser que, je l'ai dit tout à l'heure, mais les séances sont visibles sur la chaîne YouTube de la ville et vous pouvez revoir toute la séance et toutes les interventions de tout le monde, y compris celle du 18 décembre, je viens de vérifier. Alors, pour le groupe Rouen Avenir, Monsieur Deveau. C'est 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes 3 minutes. Monsieur le maire, chers collègues, une décision de justice vient d'être rendue sur le muséum par le tribunal administratif de Rouen le 30 janvier 2026, tout récemment, suite à la requête de l'association Urgence Patrimoine. Ceci concerne le muséum d'histoire naturelle de Rouen. Ce muséum, créé en 1828, conserve plus de 500 000 objets et spécimens provenant du monde entier. Il avait été déjà fermé au public en 1997 pour raison de sécurité pendant 10 ans par M. Robert, qui envisageait alors le transfert des collections dans un hangar à Grand Couronne. L'arrivée de Pierre Albertini à la mairie en 2001 arrête ce projet funeste et après 6 mois de travaux, 1 500 000 € d'argent public investi dans le muséum, il rouvre grâce à la mise aux normes de sécurité de cet établissement recevant du public qui rouvre donc le 23 février 2007.
Sous l'impulsion de Sébastien Minchin, le muséum se modernise, actualise sa communication, s'ouvrant sur le respect des espèces et la préservation de la nature. Il est également labellisé Tourisme et Handicap, moteur et mental, en 2009. Donc, le tribunal administratif relève toutes les qualités muséographiques et historiques de ce muséum. Et donc, il donne un certain nombre d'éléments de justice, et notamment l'article 2, qui enjoint au ministre de la Culture de placer sous le régime de l'instance de classement, au titre des monuments historiques, dans les conditions fixées au point 25, c'est-à-dire que les vitrines fixes et murales, les îlots centraux, les dioramas, ainsi que l'escalier hélicoïdal. Donc, l'ensemble de ces objets mobiliers constitue la muséographie du Muséum d'histoire naturelle et il devait être classé dans un délai d'1 mois à côté de la notification du jugement. Donc, au moment où les travaux devaient démarrer sur le nouveau projet Beauvoisine, la décision du tribunal interroge sur la réalité des délais, sur son intégration dans le projet, mais aussi de l'impact sur le projet Beauvoisine, ce projet vis-à-vis des nouveaux classements qui vont être réalisés. C'est pourquoi, au vu de cette décision de justice qui se veut protéger notre patrimoine municipal et métropolitain, le conseil municipal de Rouen demande toute la transparence et un suivi public du projet, remettant la concertation au cœur de l'action publique, ainsi qu'une préservation de l'hôtel des Sociétés Savantes. En tout cas, si cet hôtel devait être démoli, ce qui était prévu dans le projet actuel, eh bien, je me souviens que M. Pessiot était très attaché à ce qu'on puisse transformer les bâtiments de l'ancienne faculté de médecine en bâtiments qui accueilleraient à ce moment-là les sociétés savantes. Voilà, donc le but de cette motion, c'est de demander à ce qu'on soit tous mis au courant de l'évolution du projet en fonction de ce classement qui est demandé. Je vous remercie. Merci, Monsieur Deveau. La parole est à Monsieur Sprimon pour 3 minutes également. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, nous allons bien évidemment voter cette motion. La décision de reconnaître la scénographie de ce musée comme un élément du patrimoine historique est une bonne chose. C'est une via media entre ceux qui voulaient tout changer et ceux qui ne voulaient rien changer. Alors, pour l'anecdote, j'ai visité pour la première fois ce musée avec mes filles qui étaient en primaire. Alors, parce qu'on me l'avait expliqué en amont et parce que je m'intéresse à l'histoire de l'enseignement, j'ai compris que je visitais un musée dans le musée, que ce musée était un témoignage de la façon dont les sciences naturelles étaient expliquées au début du siècle passé. Une immersion dans un temps où la télé n'existait pas et où les lointains voyages étaient réservés aux explorateurs. Il y a 120 ans, le musée et ses diaporamas immobiles faisaient rêver les Rouennais. Bref, j'ai adoré cette projection dans cette muséographie historique. Mais alors pour mes filles, beaucoup plus jeunes, cette projection était moins évidente. À leurs yeux, le musée manquait d'interaction. Trop statique, pas assez dynamique. Autre génération, autre attente. Pour satisfaire ces deux publics, il convient sans doute de repenser la présentation des collections et leur mise en avant. Mais l'exercice est difficile, n'en doutons pas. Il faut rénover, innover, tout en respectant les bâtiments anciens et surtout les nouvelles normes de sécurité. Il faut repenser la présentation des collections tout en préservant certaines scénographies. Sur ce point, l'historial Jeanne d'Arc est une réussite et peut-être un exemple à suivre. Mais nous ne sommes pas des spécialistes du domaine, notre avis importe peu. L'essentiel est que les experts du domaine puissent faire valoir leur point de vue et ainsi trouver un consensus qui préservera l'âme de l'hôtel des Sociétés Savantes tout en réalisant les travaux nécessaires pour actualiser et surtout sécuriser la présentation au public. Notre groupe, des droites et du centre, votera cette motion. Monsieur le maire, chers collègues, merci de m'avoir écouté. Merci. Alors, la parole est donc maintenant à Christine de Saintré pour 3 minutes. Chers collègues, le musée des Antiquités et le Muséum d'histoire naturelle sont installés dans un ancien couvent du XVIIe, monument majeur du patrimoine rouennais, qui présente d'importants signes de vieillissement et ne répond plus aux conditions d'accueil et de sécurité des publics. C'est pourquoi la métropole Rouen-Normandie a lancé un vaste projet de réhabilitation de l'ensemble. En 2019, un projet scientifique et culturel a été adopté par le Conseil métropolitain et approuvé par le ministère de la Culture.
Par délibération du 30 décembre 2021, le Conseil métropolitain a approuvé le programme de réhabilitation et par décision unanime retenu l'équipe lauréate du concours le 25 septembre 2023. Cette équipe comprend notamment un architecte du patrimoine, Richard Duplat, connu pour son expertise en matière du patrimoine puisqu'il est, entre autres, l'architecte en chef des cathédrales de Rouen et d'Amiens, et il a également restauré le musée Rodin à Paris et l'Être Saint-Maclou à Rouen. En 2024, une association a déposé une demande de mise en instance de classement des bâtiments et mobiliers de Beauvoisine. Le ministère de la Culture a rejeté la demande. L'association a alors déposé un recours devant le tribunal administratif de Rouen contre la décision du ministère de la Culture. Par sa décision du 30 janvier 2026, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'association de mettre en instance de classement le bâtiment du musée, car ceux-ci sont en effet déjà classés au titre des monuments historiques et le projet de réhabilitation respecte la législation en la matière. Il a également enjoint au ministère de la Culture de mettre en instance de classement le mobilier du Muséum d'histoire naturelle. Il convient ici de préciser que cette décision n'est nullement un classement définitif, mais seulement un classement provisoire. En effet, la procédure d'instance de classement prévoit un délai d'1 an au cours duquel le ministère de la Culture étudiera la pertinence ou pas de classer définitivement ce mobilier. Parmi les objets concernés par la décision de justice, une grande part est soit déjà protégée par la loi sur les musées de France, c'est-à-dire un régime juridique plus protecteur que celui des monuments historiques, soit, bien que n'étant pas protégée, fait l'objet d'une mesure de conservation volontaire de la part de la métropole. Le classement provisoire ne concernant que le mobilier, cela n'empêche nullement de lancer les travaux de restauration du bâtiment. C'est pourquoi le calendrier de mise en œuvre des travaux n'est pas remis en cause par cette décision de justice. Le démarrage du chantier reste donc bien prévu pour le début de l'année 2027. Quant à l'Hôtel des Sociétés Savantes, les 13 associations membres du consortium des sociétés ont été associées à l'élaboration du programme de réhabilitation et aujourd'hui, elles disposent d'un accès indépendant par la rue Beauvoisine, d'un auditorium, salle polyvalente, de salles de réunion et de bureaux. Contrairement à aujourd'hui, ces espaces seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et seront parfaitement conformes à la législation sur les établissements. Que nous devons protéger et transmettre. La muséographie du Muséum d'histoire naturelle, reconnue dès le XIXe siècle pour son caractère innovant, fait partie de cette histoire. Mais préserver ne doit pas signifier figer. Notre responsabilité est aussi de permettre au pôle muséal de se moderniser, de se réinventer et de reconquérir des publics issus de toutes les catégories de la population. Un musée ne peut remplir pleinement sa mission de transmission que s'il évolue, s'il intègre de nouvelles formes de médiation, s'il parle aux générations d'aujourd'hui. Nous avons à Rouen un exemple réussi de cet équilibre entre patrimoine et modernité, c'est l'Historial Jeanne d'Arc. Installé dans un lieu historique exceptionnel, qui n'était connu que de l'évêché d'ailleurs, il a su intégrer des dispositifs innovants et immersifs, attirant un large public. C'est une réussite reconnue et je crois que nous partageons tous ce constat. C'est dans cet esprit que nous pensons que la protection patrimoniale ne doit pas devenir un frein à l'évolution nécessaire du pôle muséal Beauvoisine. Ainsi, malgré notre attachement sincère à la préservation de notre patrimoine, nous voterons contre cette délibération, car nous estimons que protéger ne doit pas empêcher d'innover. Je vous remercie. Merci. La parole est à Manuel Labbé pour 3 minutes. Oui, merci Monsieur le maire. Dans la suite assez logique des interventions précédentes, le groupe communiste va également voter contre cette motion sur le même argumentaire, notamment que vient de développer Fatima. Je le précise, dans un groupe composé à 50% de profs d'histoire-géographie, évidemment que l'attachement à notre patrimoine, il est extrêmement fort. En écoutant l'argumentaire de Monsieur Sprimont, notamment, qui semblait quasi nostalgique,
en visitant le musée de cette époque où la France mettait en valeur le patrimoine des mondes d'ailleurs. Ça me rappelait un petit peu les commentaires que pouvaient faire les Français au moment de l'exposition coloniale en 31, où on se gargarisait devant des indigènes qu'on mettait dans des zoos humains. Heureusement que les choses ont un petit peu évolué. Mais effectivement, ce musée fait partie d'une histoire et il est temps de le moderniser, effectivement. Merci. Merci. Tous les groupes se sont exprimés sur la motion, sauf erreur. Il n'y a pas eu de demande d'amendement, donc je vais mettre la motion telle qu'elle au vote. Qui vote contre cette motion? Merci. Qui s'abstient? Personne. Donc la motion est rejetée. Alors, on en a terminé avec les motions. Conformément à l'article 8 du règlement intérieur, nous pouvons passer, puisqu'on a un petit peu de temps maintenant, les vœux. Alors je le précise pour celles et ceux qui sont dans la salle ou qui nous suivent par retransmission. Je salue d'ailleurs dans la salle les collégiens qui sont là, et notamment Inès, qui est ma stagiaire de cette semaine, qui est là. Juste vous préciser que maintenant on passe aux vœux. Alors c'est un peu technique, mais vous avez les délibérations, les motions et les vœux. Là on vient de voir des motions, c'est-à-dire des propositions de prise de position du conseil municipal sur des sujets variés. Ensuite on va passer aux délibérations, c'est-à-dire des textes qui engagent le conseil municipal lui-même ensuite sur des actes, des actions politiques. Et puis là, tout de suite, on a 3 vœux. Alors, c'est un peu particulier, un vœu. Un vœu est déposé par un groupe politique. Alors, en l'occurrence, il y a 3 vœux qui sont déposés. Et il ne donne pas lieu, contrairement aux délibérations, aux motions, à un vote. Donc, par définition, le vœu n'engage que son auteur, c'est-à-dire le groupe qui dépose le vœu. Il ne représente pas le conseil municipal. Il ne représente pas non plus une majorité éventuelle. Il représente le groupe qui l'exprime. Et il n'y a donc pas de vote et il n'y a pas non plus de débat. Donc concrètement, on va laisser un orateur ou une oratrice par vœu s'exprimer pour présenter le vœu, à la suite duquel il n'y aura ni débat ni vote. Alors on a reçu 3 vœux dans l'ordre: le vœu du groupe Au Cœur de Rouen, le vœu du groupe Rouen l'Écologie en Acte et enfin le vœu du groupe Rouen Avenir. Pour le groupe Au Cœur de Rouen, je vois Madame Bérubé. Oui, merci, monsieur le maire, mes chers collègues. La campagne municipale est lancée depuis plusieurs semaines. Ah, Madame Mamry a dû déposer. Ah, j'ai pas de vœu déposé, mais on vous passe la parole juste après si vous voulez, Madame Mamry. Il n'y a pas de problème puisqu'on a le temps. Donc, j'ai oublié de préciser ces 3 minutes aussi. Madame Bérubé. Ça sera plus bref que 3 minutes, mais je vais quand même reprendre dès le début. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. La campagne municipale est lancée depuis plusieurs semaines déjà. Pour le bien de la démocratie, plusieurs candidats se présentent pour administrer notre belle ville de Rouen. De nombreux pays nous envient cette démocratie dans laquelle chaque citoyen peut librement choisir celui ou celle qui porte ses idéaux. Malheureusement, Rouen a récemment connu un épisode digne des régimes totalitaires. Monsieur Frédéric Mazier, candidat déclaré à l'élection municipale, a vu sa réunion militante organisée dans une salle municipale totalement perturbée par une trentaine de militants d'une liste concurrente, acteurs d'actes d'intimidation. C'est déplorable et malheureusement, cela s'est produit à Rouen. Rouen n'est ni Téhéran, ni Caracas, ni une ville de Corée du Nord. Chaque candidat doit pouvoir s'exprimer et faire campagne en toute sécurité. Si M. Bérégovoy ou si M. Maillard-Rossignol avaient subi une telle intimidation lors d'une réunion de campagne, imaginez le bruit médiatique et les micros tendus par la presse locale. Ici, rien. Pas un mot des élus, pas d'informations dans la presse, cela doit nous questionner. Si un candidat d'extrême gauche avait été empêché de tenir une réunion publique, nous aurions formulé exactement le même vœu. Nous faisons donc le vœu que cette campagne municipale se déroule dans un climat républicain et démocratique où chaque candidat puisse, en toute sécurité, présenter son programme et le soumettre au choix des Rouennais. Je vous remercie. Ensuite, donc, le deuxième vœu est présenté par le groupe Rouen l'Écologie en Acte pour 3 minutes maximum également. Madame Lesconec.
Merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus. Il y a des jours ou des moments où on aimerait être léger, insouciant, se dire que le monde tourne rond, que tout va bien, que tout va dans le bon sens. Et puis, en fait, depuis quelques mois, depuis quelques années même, chaque jour apporte son lot de nouvelles plus mortifères et plus dangereuses les unes que les autres. Voilà, c'était juste un petit propos introductif qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit précédemment, quoique. Aujourd'hui, la politique de l'eau est un enjeu majeur pour la santé publique, la démocratie environnementale et la résilience de notre territoire. Le moratoire national décidé en janvier, qui freine la protection de la ressource en eau, est une décision incompréhensible et antidémocratique. Alors que les alertes climatiques se multiplient, il empêche les collectivités d'agir efficacement pour protéger nos populations. Parallèlement, la contamination de l'eau par les PFAS, substances chimiques persistantes, est désormais une réalité. Elle se retrouve dans les sols, les cours d'eau et donc dans notre eau potable, avec des conséquences graves pour la santé et donc pour les finances publiques. Nous ne pouvons pas rester inactifs. La métropole rouennaise, marquée par son passé industriel, subit encore aujourd'hui les conséquences de cette pollution. L'exemple du site Bolloré Logistique, avec la pollution persistante après l'incendie, en est un symbole très inquiétant. Mais notre territoire bouge. Depuis la reprise de la gestion de l'eau en régie publique, nous investissons chaque année plusieurs millions d'euros pour moderniser et sécuriser le réseau d'eau potable. Ce choix politique, porté par les élus écologistes et l'ensemble de la majorité, démontre qu'avec une autre gestion de l'eau est possible, plus transparente, plus efficace, plus respectueuse de l'intérêt général. Face à l'ampleur des défis sanitaires et environnementaux, il est impératif d'amplifier ces efforts pour garantir à toutes et tous une eau de qualité et renforcer la résilience de notre territoire. L'inaction n'est pas une option. Merci. Donc vous avez compris, hein, il n'y a pas de débat ni de vote puisqu'il s'agit de vœux. Et donc le troisième vœu est déposé par le groupe Rouen Avenir. Pour 3 minutes, Madame Renon. Un article publié par le média d'investigation Le Poulpe a récemment révélé qu'un agent municipal de la ville de Rouen, condamné en première instance pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité, a été réintégré dans les services municipaux à l'issue de sa remise en liberté en 2022, puis promu par arrêté municipal signé en 2024, alors même qu'un procès en appel est en cours. Les faits pour lesquels cet agent a été condamné en première instance ont été qualifiés par la cour d'assises comme appartenant à la catégorie des crimes les plus graves du droit pénal français. Sans préjuger de l'issue de la procédure en appel et dans le respect du principe fondamental de présomption d'innocence, cette situation soulève néanmoins de sérieuses interrogations quant aux décisions administratives prises par l'autorité territoriale. Il convient de rappeler que les procédures disciplinaires et pénales sont juridiquement distinctes. Une collectivité territoriale peut engager des mesures conservatoires ou disciplinaires indépendamment de l'issue définitive d'une procédure pénale, dès lors que l'intérêt du service, l'exigence d'exemplarité ou la protection de l'image de l'institution le justifient. En l'espèce, non seulement une réintégration est intervenue, mais un avancement de grade a également été décidé. Dans d'autres situations, la ville de Rouen a su invoquer la protection de sa réputation et l'exigence d'exemplarité pour justifier l'engagement de procédures disciplinaires. L'égalité de traitement entre agents et la cohérence des décisions administratives constituent des principes fondamentaux du service public. Je rappelle qu'en 2024, la ville de Rouen a commémoré le 30e anniversaire du génocide des Tutsis. C'était un acte symbolique fort. Or, on ne peut pas commémorer et en même temps avoir dans les actes des comportements qui sont à l'inverse de ce que l'on fait publiquement. Car cette affaire, par sa gravité et par l'émotion légitime qu'elle suscite, engage directement la crédibilité de l'institution municipale et la confiance des Rouennais envers leur administration. En conséquence, le conseil municipal de Rouen demande à Monsieur le maire de diligenter sans délai une enquête administrative indépendante afin d'établir précisément les conditions juridiques et hiérarchiques et décisionnelles ayant conduit à la réintégration et à la promotion de cet agent, demande que les conclusions de cette enquête soient portées à la connaissance du conseil municipal, réaffirme son attachement aux principes d'exemplarité, d'égalité de traitement et de transparence au sein du service public municipal. Merci. Juste pour être tout à fait transparent sur la forme,
comme je l'ai dit tout à l'heure, les vœux correspondent à des expressions de groupes politiques. Quand vous écrivez donc, vous avez le droit de l'écrire ainsi, hein, mais quand vous écrivez en conséquence le conseil municipal, ça n'est pas le conseil municipal, c'est le vœu de votre groupe politique. Je vous précise juste, et je pourrais faire cette remarque pour n'importe quel vœu de n'importe quel groupe politique. Madame Mamry, vous aviez demandé la parole pour un vœu également, pour 3 minutes. Attendez, il faut que vous ouvriez votre micro. Voilà, c'est bon. Je relais les remerciements de Marie Bérubé. Jean-François m'a fait confiance et a respecté ma voix libre et mon fichu caractère. Je lui suis très reconnaissante. Ma communauté de destin a eu une voix au conseil municipal, donc la mienne. Monsieur le maire, mes chers collègues, à l'approche de la fin de ce mandat, je souhaite prendre un moment pour m'exprimer, non pas pour dresser un bilan partisan, mais pour porter un regard sincère et constructif sur ces années passées au service de Rouen, des Rouennaises et des Rouennais. Un mandat municipal est avant tout un temps d'engagement collectif. Derrière chaque décision, chaque débat, parfois vif, voire très vif, il y a des femmes et des hommes qui ont accepté de consacrer une part de leur vie à l'intérêt général. Je crois profondément que malgré nos désaccords, c'est ce fil commun qui nous a réunis, la volonté de faire avancer notre ville avec respect, responsabilité et exigence. Pour ma part, j'ai toujours essayé d'exercer ce mandat qui s'achève avec droiture, dans l'écoute, le dialogue, en gardant comme seul cap l'intérêt des Rouennaises et des Rouennais. Défendre ses convictions n'exclut guère ni le respect de l'autre, ni la reconnaissance des bonnes idées, d'où qu'elles viennent. La démocratie locale gagne en qualité lorsque le débat est exigeant, mais loyal, et lorsque l'opposition, comme la majorité, cherche à améliorer les projets plutôt qu'à s'opposer par principe ou par idéologie. À la future majorité comme à l'opposition, je voudrais adresser un message unique. Rouen mérite que l'on dépasse parfois des positions trop ancrées politiquement. Une bonne idée reste une bonne idée lorsqu'elle sert l'intérêt général. S'opposer pour s'opposer n'est jamais une stratégie constructive. Dialoguer, amender, proposer, oui. L'avenir de Rouen se construira avec courage, engagement sincère, humilité et sens du devoir et sens des responsabilités. Je formule le vœu que ce conseil municipal continue d'être un lieu de débat vivant, respectueux et tourné vers l'avenir au service exclusif de celles et ceux qui nous ont fait confiance. Je tiens également à le dire aussi clairement que possible, si ce mandat s'achève, mon engagement, lui, ne s'arrêtera pas. Je n'abandonne pas, je resterai une vigie attentive et exigeante de la vie politique locale, fidèle à cette conviction que la démocratie ne s'exerce pas uniquement dans l'enceinte de cette Assemblée, mais aussi par la vigilance citoyenne, le débat public et l'engagement de terrain. Je poursuivrai cet engagement dans la vie politique et associative en portant désormais mon attention et toute mon attention vers les enjeux nationaux et internationaux qui appellent eux aussi responsabilité, lucidité et constance. Notre pays en a beaucoup besoin. Merci. Mais Rouen demeure, je suis désolée, je continue parce que c'est mon dernier mandat. Mais oui, mais c'est mon le dernier règlement, mandat, Madame donc je ne Mamry. peux pas le faire comme ça. Hein. Allez, donc moi je continue mon Si dernier mandat. l'unanimité des conseillers municipaux l'accepte, Ouais, bah attendez, je n'irai sinon pas je vais contre faire l'unanimité. Ah ben vous allez... Je pense notamment au quartier des Hauts-de-Rouen, que je connais particulièrement depuis des décennies, où l'abstention reste massive et constitue un véritable signal d'alerte démocratique. La rive gauche, où je me rends très souvent, me préoccupe sur plusieurs plans, beaucoup dans sa densité qui devient très importante.
Je connais les acteurs associatifs, les forces vives de ces quartiers et je souhaite les réunir lors d'un temps fort collectivement pour porter un message clair, celui de l'importance de la participation citoyenne et de l'expression par les urnes. Je suis profondément convaincu que ce message porté avec sincérité et respect trouvera un écho réel et contribuera à redonner confiance et voix à celles et ceux qui se sentent trop souvent éloignés du débat public. La proximité devient une exigence de nos jours troublés. Permettez-moi de remercier chaleureusement et affectueusement celles et ceux qui m'ont manifesté leur soutien et leur volonté d'adhésion à une liste que j'aurais aimé conduire. Je tiens également à le dire aussi clairement que possible. Si ce mandat s'achève, mon engagement, lui, ne s'arrêtera pas. Je n'abandonne pas. Je resterai une vigie attentive et exigeante de la vie politique locale, fidèle à cette conviction que la démocratie ne s'exerce pas, je l'ai toujours dit. Alors je reviens, toutes les réunions auxquelles ils ont assisté, ces amis, en produisant des idées et en manifestant leur désir sincère de m'accompagner. Nous serons appelés à d'autres missions car le temps n'a pas été notre allié, on n'a pas le pouvoir de faire revenir le temps, ainsi que le manque de moyens appropriés. À ces fidèles soutiens, je leur adresse publiquement ma reconnaissance et ma promesse de poursuivre nos projets. On n'étanche pas sa soif de l'amour de Rouen en abandonnant ce à quoi on tient et ce à quoi on croit. Tous se reconnaîtront dans ce message. Je leur réitère les remerciements les plus profonds. Et pour conclure, je souhaite à vous tous la réussite dans vos actions futures, toujours pour le bien de notre belle cité millénaire. Vous m'avez troublé, j'ai sauté une page. Oui, parce que la démocratie... attendez. Oui, parce qu'à chaque fois... Bon, merci beaucoup, Madame Mamry. Merci pour vos propos. Veuillez m'excuser de faire respecter le règlement d'une façon équitable. Mais je comprends que vous soyez juge de votre propre mérite. Il n'y a pas de difficulté. Bon, on en a terminé avec les vœux et on passe donc maintenant, comme je l'expliquais tout à l'heure pour celles et ceux qui nous suivent et notamment les collégiens, aux délibérations. Donc on a fait les motions, on a fait les vœux, maintenant on fait les délibérations. Donc ce sont les délibérations qui engagent la mairie dans des actions spécifiques, par exemple tel ou tel projet, telle ou telle subvention à tel ou tel projet, telle ou telle décision sur les écoles, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de délibérations, il y en a beaucoup qui, bien sûr, font consensus, heureusement, et même beaucoup qui peuvent aboutir à un vote unanime, et puis il y en a d'autres qui font plus de débats. Et donc, les présidents des différents groupes, en l'occurrence, il y a 5 groupes politiques dans le conseil municipal, se réunissent avant la séance pour déterminer quelles sont les délibérations qui, a priori, font plus débat que d'autres, quoi. Sachant qu'évidemment, n'importe quel élu peut demander jusqu'au dernier moment qu'une délibération soit mise au débat parce qu'il considère que c'est nécessaire. En l'occurrence, sauf erreur de ma part, il y en a 6, ce qui est un faible nombre. D'habitude, il y en a plus que ça. Enfin, ce n'est pas un indicateur de succès ou d'échec, hein. Il y en a 6 donc, de délibérations qui ont été considérées comme faisant l'objet d'un débat. Et donc, on suit le règlement intérieur sur ces débats, c'est-à-dire que pour chaque délibération, il y a un rapporteur qui va présenter la délibération pendant quelques minutes. Il a un temps limité, et ensuite, chaque groupe peut s'exprimer. Et moi, comme maire et animateur de la séance, président de séance, je me dois de faire respecter le règlement intérieur sur le débat. Sur les 6, on commence donc par la délibération sur le BAFA. Donc, elle s'appelle « Renouvellement du dispositif Rouen-BAFA citoyen pour l'année 2026 ». C'est la délibération numéro 5 et elle est présentée par Thibaut Drouet. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, j'ai l'honneur de présenter cette délibération qui concerne le BAFA citoyen pour sa reconduction. C'est une aide de 100 à 500 € pour les jeunes de 17 à 25 ans qui leur permettent de financer le passage du BAFA. Ce dispositif représente un coût d'environ 11 500 € et est financé en partie par la ville et en partie aussi par l'Agence nationale de la cohésion territoriale pour un montant de 5 000 €. C'est un vrai coup de pouce pour ces jeunes, mais aussi une belle aide pour nos structures du territoire qui peinent à trouver du personnel qualifié. La condition, pour ces jeunes, avoir entre 17 et 25 ans,
habiter un quartier prioritaire de la ville, donc compte tenu du cofinancement de l'ANCT, et avoir un quotient familial inférieur de 600 €. Nous vous demandons de bien vouloir renouveler ce dispositif. Merci. Merci Thibault. Je passe la parole donc à Ayette Zergui. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, lorsque l'on regarde les chiffres du bilan 2025, plusieurs éléments doivent nous interpeller. 254 jeunes se sont renseignés sur le BAFA. Au final, 22 jeunes ont effectivement bénéficié du dispositif. Même si le budget est de 11 500 €, permettant théoriquement d'accompagner 30 à 35 jeunes, nous restons en dessous de cette cible. Cela pose une question simple. Comment expliquer cet écart? Quels sont les freins? Et comment améliorer l'accès au dispositif? Vous indiquez également dans votre délibération que cette formation répond aux besoins constants de personnel qualifié dans l'animation périscolaire. Or, le bilan 2025 reconnaît que le BAFA répond de moins en moins aux attentes professionnelles des structures. Cela mérite d'être clarifié. Soit le BAFA constitue une réponse suffisante, soit il ne suffit plus. Et dans ce cas, notre responsabilité est de faire évoluer le dispositif. Si la ville contribue au financement de cette formation pour répondre à ses propres besoins, alors il serait cohérent d'organiser un lien clair entre le BAFA citoyen et les recrutements municipaux et de travailler davantage les passerelles vers les diplômes professionnels. On constate également que plus de 80% des bénéficiaires sont déjà insérés dans un parcours scolaire ou institutionnel. Mais qu'en est-il des jeunes réellement en rupture? Où sont ceux qui ne fréquentent pas les structures d'information jeunesse? Soutenir la jeunesse, ce n'est pas seulement accompagner ceux qui viennent vers nous, c'est aussi aller vers ceux qui ne viennent pas. Enfin, vous évoquez un accompagnement global. Orientation, accès aux droits, logement, santé, très bien. Mais où est la transversalité réelle avec le plan de lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes ou les politiques d'insertion? Si nous parlons d'engagement citoyen, donnons-lui un contenu fort. Nous ne remettons pas en cause l'existence du dispositif, mais nous pensons qu'il peut et qu'il doit être plus ambitieux en nombre de bénéficiaires, dans le ciblage des jeunes en rupture et dans sa cohérence avec l'ensemble des politiques jeunesse. Nous voterons cette délibération, mais nous appelons à davantage de cohérence et d'ambition. Je vous remercie. Merci Madame Zergui. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Thibault Drouet, bon, c'est plutôt une explication de vote. Vous appelez à plus d'ambition, mais vous votez pour quand même. C'est parce que vous demandez plus. Oui, oui. Très bien. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas. Donc il y a unanimité. On passe à la délibération numéro 8. Donc c'est une nouvelle délibération, hein, je le dis pour le public, sur des nouvelles attributions de subventions. Et là, c'est Manuel Labbé, comme adjoint à la vie associative, qui présente la délibération. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais, dans la continuité de ce que tu as fait, à savoir faire œuvre de pédagogie, notamment pour les stagiaires, pour ce dernier conseil municipal de la mandature, rappeler que cette délibération qui intervient, qui nous est présentée aujourd'hui, hein, c'est évidemment pas à résumer comme de l'argent distribué à des structures associatives, mais il y a toute une histoire derrière cette délibération. Et je voulais en profiter, mais je pense qu'on serait très nombreux dans cette instance à s'associer à ce que je vais dire, c'est remercier, c'est pas péjoratif, toutes les petites mains qui sont à l'origine de cette délibération. On a toutes ces petites mains associatives déjà, hein, de la trésorière, les présidents, présidentes, adhérents, assemblée générale, hein, qui font des demandes de subventions. Pas toujours simple à remplir d'ailleurs, mais heureusement on a un service hyper efficace pour les accompagner. Et puis derrière le dossier qui est rempli, on va avoir justement toute une équipe municipale dans les différents services thématiques qui vont instruire ces dossiers, consulter les élus, échanger, revenir vers les structures associatives parce qu'il manque tel ou tel document, interroger la pertinence de telle ou telle subvention. Tout ça est vérifié juridiquement par la DAGE, que je remercie également pour l'occasion. Ça passe de parapheur en parapheur, de directeur en directeur, avant d'apparaître donc sur nos tablettes aujourd'hui sous la forme d'une délibération.
Donc merci et bravo à toutes ces équipes municipales. On a besoin de ce service public municipal. C'est ce qui d'ailleurs génère l'essentiel de nos dépenses dans le budget, et c'est vraiment un trésor public qu'on utilise vraiment intelligemment. Donc grâce à toutes ces petites mains, donc comme je le disais, et associatives et du service public. Merci à vous, et j'ai Véronique en ligne de mire, là, qui est la chef de service. Bravo, tu pourras saluer toute l'équipe qui est à l'origine de cette délibération. Donc là, on est sur une délibération qui débute l'année avec un budget voté donc en 2025. Et donc, depuis le vote de ce budget, eh bien, ce sont 270 associations qui nous avaient fait remonter une demande. Et donc, vous avez aujourd'hui effectivement une grosse délibération, puisque donc on a 270 subventions qui sont à valider aujourd'hui. C'est vraiment l'illustration de la richesse de notre vie associative rouennaise. On le rappelle très régulièrement, et comme c'est lors du bilan de ce mandat, il y a les subventions donc directes que nous versons. On oublie trop souvent de parler des 12 millions d'euros qu'on verse indirectement par la question notamment de l'hébergement associatif. Et pas que. Sur ce mandat, on aura eu plus de 30% d'associations hébergées dans nos maisons de quartier, qui arrivent aujourd'hui quasiment à saturation. On pourrait aussi évidemment parler de l'hébergement associatif permanent qui fait partie de ces subventions indirectes. Tout à l'heure, Madame Mamry disait que on avait des bonnes idées qui servaient l'intérêt général. C'est tout à fait l'illustration de ce que disait Madame Mamry, avec respect, responsabilité, exigence et droiture pour l'intérêt des Rouennaises et des Rouennais. Nos associations ont toutes signé des conventions, sauf une en l'occurrence, et donc effectivement, elles ne payent que 10% de leur loyer. Les 90% autres, c'est de la subvention indirecte. Donc voilà comment on accompagne notre tissu associatif, et on en est très très fiers. Mais voilà, je vous demande, je ne vais pas passer en revue évidemment toutes ces demandes de subventions. Ça a été demandé par l'opposition au débat. On a déjà fait les paris pour savoir quelle délibération allait poser problème. On va gagner, je pense, notre pari encore aujourd'hui, ce soir. Merci. Il y a une demande de prise de parole de Madame Mamry. Oui, je voulais seulement dire à... Je n'arrive même plus à dire son nom. À Monsieur l'abbé, que je sais que je suis désigné dans ce qu'il dit là tout de suite, en disant qu'il n'y a qu'une seule association. Mais vous ne vous êtes pas inquiété de cette association durant 46 ans, et maintenant vous me demandez de signer une convention alors que j'avais demandé, j'ai dit je ne veux pas de subvention. On n'a jamais demandé, nous les rapatriés d'Algérie, les harkis, une subvention à la municipalité. Nous faisons des efforts avec nos propres moyens, et nous avons juste demandé, et ce bureau nous a été attribué durant de longues années, de le conserver, de continuer à travailler. Point. Si la convention est telle, je la signerai. Mais si vous me mettez d'autres éléments dedans, je ne la signerai pas. Voilà, j'ai tout dit. Merci. La parole est à Monsieur Sprimont. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, une prise de parole habituelle concernant notre groupe, puisque à chaque fois, on l'a souligné, nous sommes pour la grande majorité des subventions d'accord. Ces 6,6 millions d'euros participent à la vie de notre cité et au bien-être des Rouennais. Mais avec votre système, on est toujours pris en otage, puisque dans ces centaines d'associations que nous subventionnons et que les Rouennais subventionnent avec leur argent, eh bien, il y a des associations qui sont politiques ou alors vraiment bien éloignées de l'intérêt des Rouennais. On est toujours pris en otage avec votre système, alors que normalement, on pourrait obtenir une dissociation de ces subventions. À nouveau, nous notons que vous allez verser 12 000 euros à SOS Méditerranée, une association bien éloignée de l'intérêt des Rouennais, de ceux qui payent l'impôt. Quand nous serons en responsabilité, fin mars, eh bien, ces 12 000 euros seront réaffectés au financement d'une classe à horaire aménagé pour un collège rive gauche dédié à l'enseignement des sciences. Parce que pour nous, ces 12 000 euros seront mieux utilisés pour travailler à l'égalité des chances des Rouennais et à leur réussite scolaire. Il faut respecter l'impôt des Rouennais. Monsieur le maire.
chers collègues, merci de m'avoir écouté. Alors, je ne vois pas d'autres. Si, Madame Bérubé, pardon. 12 minutes. Oui, monsieur le maire, chers collègues, pour compléter les propos de monsieur Sprimon et dans la veine de mes interventions qui sont souvent relatives au Code général des collectivités territoriales, je me permets de vous rappeler que ce même code prévoit justement de pouvoir dissocier les votes et c'est une position qui a été appuyée par le Sénat en février 2023. C'était d'ailleurs l'objet de la motion que nous avons déposée au mois de décembre, demandant à ce que le conseil municipal de Rouen respecte et applique le Code général des collectivités territoriales, motion à laquelle, je le répète, l'ensemble des groupes constituant cette assemblée délibérante ont voté contre. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas, donc je repasse la parole au rapporteur pour réponse. Manuel Labbé. Oui, une réponse qui va être très simple sur la motion de décembre. Effectivement, on ne l'a pas votée. Tout ça a été vérifié avec l'adage et donc on n'a aucun problème à voter la délibération en l'état. Je pense que les gens apprécieront une fois de plus l'expression prise d'otage tellement galvaudée dans la bouche de monsieur Sprimon. Je pense que les otages du Bataclan effectivement apprécieront que vous soyez pris en otage vous-même ici. C'est quand même une honte, une fois de plus, cette expression. Et puis si vous voulez réaffecter de l'argent pour une classe horaire aménagée pour les sciences, heureusement ça n'arrivera pas au mois de mars prochain, mais j'espère que c'est pas le platisme que vous allez compter enseigner dans les élèves. Mais bon, passons. En tout cas, effectivement, cette délibération, elle fait une fois de plus l'illustration des valeurs que nous partageons ici dans une grande majorité, y compris en solidarité avec celles et ceux qui souffrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et on en est très très fiers de voter cette subvention. Bon. Madame Elki, vous avez demandé la parole. Je ne prends pas part au vote. Merci. Madame de Saintré ne prend pas part non plus. Madame Zergui ne prend pas part non plus au vote. Monsieur Bérégovoy. Oui, c'était juste pour dire quelques mots quand même, parce que c'est notre dernier conseil sur cette espèce d'obsession que vous avez contre ces gens qui sont les vrais damnés de la Terre. C'est pas pour reprendre l'international, mais excusez-moi de ma voix, je suis un peu enrhumé, qui sont celles et ceux qui sont les plus en souffrance. Enfin, il va falloir vous habituer, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, il va falloir vous habituer que des réfugiés, parce que les guerres sont plus nombreuses, parce que le dérèglement climatique est terrible, vont être aussi plus nombreux et ils vont arriver dans les endroits qui certes sont de moins hospitaliers au niveau humanité, mais c'est les endroits où on peut encore vivre à peu près correctement, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Je me rappelle l'époque où l'Australie refusait les réfugiés climatiques et aujourd'hui se pose la question comment ils vont accueillir les réfugiés des îles qui sont submergés et qui ont été submergés à cause des habitudes de nous, pays riches, qui avons suffisamment pollué et réchauffé cette planète en les mettant, eux, ceux qui consomment le moins, en danger. Juste un chiffre quand même, 4 degrés de plus d'ici 2100, peut-être avant. Ça veut dire que même à Rouen, il fera des températures de 44, il y a des températures prévues de 50 sur Évreux. Peut-être qu'il y aura des réfugiés climatiques aussi sur nos territoires dans ces années-là. En tout cas, il y aura des gens qui devront changer d'endroit. On était ce matin au conseil départemental, on discutait de la disparition du trait de côte. C'est des milliers et des milliers de gens sur nos côtes qui vont devoir aussi changer de lieu d'habitation. Donc il va falloir quand même à un moment donné s'habituer à cette situation qui est là devant nous et qui va s'empirer en permanence. Et je vais finir par un chiffre, un seul. Nous, pays riches, c'est nous qui faisons le plus de voyages en avion, etc. D'ici 2050, il prévoit que sur une année, sont 10 milliards de personnes, de passagers en avion, en aviation civile. Ça vous dit l'impact de l'incompréhension de notre monde sur ce qui est en train de se passer. Donc, vous avez encore quelques temps. Les élections, c'est dans un mois. Révisez. Moi, j'ai un document, j'ai un livre très, très bien chez moi qui s'appelle « La biodiversité et l'écologie apprise pour les nuls ». Moi-même, je l'ai lu comme ça, je me mets au même niveau. Et vous verrez que les problématiques qui sont devant nous demandent un minimum d'humanité si on veut continuer sur la planète tous ensemble. Monsieur de Montchalin, vous vouliez
prendre la parole également? Merci, Monsieur le maire. Juste pour dire que je ne prends pas part au vote. Oui, on va faire lever la main à toutes celles et ceux qui ne prennent pas part au vote, puisqu'il y a un certain nombre de personnes. Pour des questions de prévention de conflits d'intérêts, je l'explique notamment pour les plus jeunes dans la salle, hein, comme on vote des subventions à des associations et qu'il peut arriver qu'il y ait des élus qui aient des responsabilités dans ces associations, pour éviter le conflit d'intérêts entre leur rôle de décisionnaire dans le conseil municipal et leur rôle dans l'association concernée, ils ne prennent pas part au vote. Voilà. C'est pour ça que vous avez des gens qui expliquent dans les différents bords politiques qu'ils ne prendront pas part au vote. Monsieur Coupard à droite. Oui, monsieur le maire, merci pour me laisser prendre la parole quelques instants pour répondre rapidement à monsieur Bérégovoy. Comme on nous l'a dit il y a quelques années de façon publique, monsieur Bérégovoy, vous n'avez pas le monopole du cœur. Il ne s'agit pas d'opposer des personnes qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'humanité, mais des personnes qui ne veulent pas donner de subventions à des passeurs, à des personnes qui font du trafic d'êtres humains. Merci. Non, je ne peux pas vous laisser dire que nous donnerions de l'argent à des gens qui font du trafic d'êtres humains. Ça, vraiment, là, ce ne serait pas correct, quand même. Monsieur Sprimon. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je reprends la parole. Monsieur Bérégovoy a énoncé fort justement des préoccupations nationales, voire internationales. C'est donc des mesures nationales, voire internationales, donc des mesures au niveau de l'État qu'il faut prendre. Là, je pointe des subventions municipales et je pointe une subvention de 12 000 € qui n'a pas de lien avec les Rouennais et qui pourtant est financée par l'argent des Rouennais. 12 000 €. Les gens qui sont dans le public n'ont pas pu entendre les motions que nous avions prévues et notre motion, comme la vôtre, regrettait un manque justement de 12 000 € pour financer une classe à horaire aménagé, à dimension artistique, sur les Hauts-de-Rouen. Donc, vous voyez, 12 000 €, c'est important. J'ai pointé ce fléchage, mais après, c'est de l'idéologie politique. Je le répète, en mars, quand nous serons en responsabilité, nous flécherons différemment l'argent des Rouennais pour financer des subventions qui répondent réellement aux attentes des Rouennais. Monsieur le maire, chers collègues, merci de m'avoir écouté. Allez, monsieur Bérégovoy. La différence entre nous, c'est que justement, je ne fais pas de différence entre les deux 12 000 €. Ce matin, j'étais avec quelques-uns, notamment Nicolas Mayer-Rossignol, devant une école élémentaire, une maternelle de Rouen, l'école de Bussy, et les parents qui sont les parents de ces enfants qui vont dans cette école, mais qui sont aussi les parents de celles et ceux qui vont dans la classe CHAM, se battaient à la fois pour avoir le droit de garder leurs camarades qui sont des migrants et en même temps le droit de maintenir leur classe CHAM sur le secteur. Donc on voit bien qu'ils ne font pas la différence. Et avec elles et eux, je ne cherche pas non plus à faire la différence. Merci. Monsieur Sprimon, je ne peux pas vous redonner la parole parce que le règlement intérieur, je le rappelle à tout le monde, prévoit que pour une délibération donnée, un élu ne peut prendre la parole que 2 fois. Et monsieur Sprimon a déjà pris la parole 2 fois. Madame Bérubé. Oui, je vais me faire le porte-voix de monsieur Sprimon, puisque le règlement intérieur lui permet pas de reprendre la parole. Mais vous le savez sans doute mieux que nous, être aux manettes, gérer, c'est faire des choix. Le tableau des subventions que vous nous proposez aujourd'hui reflète vos choix, que nous considérons comme idéologiques, raison pour laquelle monsieur Sprimon vous indique que les nôtres, en mars, seront différents. Merci. Bon, on a bien compris qu'un certain nombre sont en campagne. Ça, c'est très clair. Alors, on va passer quand même au vote. C'est votre droit le plus strict. Je me permets quand même de rappeler à chacun qu'il faut distinguer les choix du droit. Pour ce qui concerne les choix démocratiques, ils sont par définition tranchés dans notre pays par la démocratie. Et comme vous l'avez dit, peut-être avec un tout petit peu de prétention, on verra si c'est vous qui êtes aux responsabilités après mars. Mais moi, ce que je veux dire comme président de l'Assemblée, c'est que c'est aux électeurs de trancher. Et que s'il y a des différences d'opinion sur tel ou tel sujet, c'est la démocratie. Et après tout, c'est à la démocratie de trancher. Ça, c'est le choix. Le droit, c'est un tout petit peu différent. Et là, je me permets quand même de rappeler que le Code général des collectivités territoriales dispose, c'est l'article L. 1115, que les collectivités territoriales, c'est-à-dire par exemple les communes, peuvent, si elles le souhaitent,
et là c'est un choix, mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale, annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. Donc quand vous dites, parce que c'est un de vos éléments d'argumentation, qu'il ne faut pas soutenir SOS Méditerranée parce que cela ne relève pas de préoccupations des Rouennais, d'abord, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a plein de Rouennais qui ne sont pas d'ailleurs forcément socialistes ou de gauche, mais qui ont une vision humaniste de leur rôle comme citoyen local et qui ne séparent donc pas l'action locale de l'action nationale, mais qu'en plus, le droit le permet absolument. Et ça a été d'ailleurs confirmé par la jurisprudence du Conseil d'État en date du 13 mai 2024, puisqu'effectivement, un certain nombre d'acteurs avaient attaqué SOS Méditerranée. Je ne crois pas beaucoup m'avancer en disant que certains de ces acteurs sont parmi vos amis, et que ces acteurs ont perdu, puisqu'il a été effectivement rendu par le Conseil d'État une décision qui confirme qu'il est tout à fait possible pour les collectivités locales de soutenir SOS Méditerranée. Et en l'occurrence, il y en a en France des centaines. Ça aussi, c'est important que tout le monde le sache. Il n'y a pas que Rouen qui, tout d'un coup, par une lubie de je ne sais qui, déciderait de soutenir SOS Méditerranée. Il y en a des centaines. Et je vous invite à vérifier tout ce que je viens de dire. Je mets aux voix qui vote contre. Merci de lever la main. Attendez, je vais bien spécifier les choses. Qui vote contre? Il y a une voix contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Ceux qui, pour des raisons de conflit d'intérêts ou pour toute autre raison, ne veulent pas participer au vote, merci de lever la main. Ça ne fait pas partie du vote, mais ça permet de vérifier celles et ceux qui ne prennent pas part au vote. Vous l'avez vu, la délibération, elle est adoptée. Hein, mais oui, toutes les personnes qui ne prennent... Je parle bien des personnes qui ne prennent pas part au vote. Marie Desbordes, je pense, ne prend pas part au vote. Mon petit doigt me dit. C'est bon? On a bien noté? Donc, si je résume, on vient de voir toutes les personnes qui ne prennent pas part au vote, donc ça, par définition, ça ne tient pas, ça n'est pas intégré dans le calcul du vote, et pour le vote lui-même, il y a eu un vote contre, 0 abstention, et donc unanimité moins une voix des votants sur cette délibération. On passe à la délibération suivante. Ah, j'ai oublié de préciser, puisque la question m'avait été posée quand même, je le redis, je l'ai déjà dit dans d'autres séances, que Madame Bérubé, dans votre première intervention, vous l'avez dit vous-même, la loi donne aux collectivités la possibilité de séparer une délibération en plusieurs parties si on le souhaite, et pour des raisons qui doivent être justifiées par la nature séparée des sujets. En l'occurrence, vous faites une séparation pour des raisons politiques qui vous appartiennent, que nous ne partageons pas, on vient de le vérifier, mais sur le plan du droit, il s'agit d'une subvention à une association dont je viens de confirmer la légalité, comme toutes les autres, et donc ça n'est pas séparé, donc il n'y a qu'un seul vote. Maintenant, sur le procès verbal, évidemment qu'on entend vos préoccupations et votre prise de position. Je passe à la délibération suivante, qui est la numéro 11, la convention de fonctionnement de l'unité d'enseignement en maternelle autisme. C'est son nom. Donc, il s'agit d'éducation d'école d'enfance, et je passe la parole donc à Elisabeth Labaille comme adjointe pour ces sujets. Oui, bonjour à toutes et tous. Je pense que c'est une délibération qui ne posera pas de problème, en tout cas je l'espère. Donc l'Éducation nationale a décidé l'an dernier donc d'ouvrir une classe d'unité d'enseignement en maternelle autisme à l'école Jean-Philippe Rameau. Il n'y a qu'une création dans le département et c'est la ville de Rouen qui a été choisie, et c'est une reconnaissance claire de l'engagement de notre ville en faveur de l'inclusion des enfants en situation de handicap de manière générale. Je rappelle que nous avons déjà une UEMA à Rouen, à l'école Catherine Grindor. C'est aussi la reconnaissance de la capacité de nos équipes à aménager, rénover dans des circonstances particulières. Évidemment, ce sont des salles avec des salles de soins, avec des protections, avec des lumières particulières, et d'avoir fait tout cela en un temps record pour pouvoir accueillir les enfants. Ils sont au maximum 7, ils viennent de différentes villes du département, c'est pas forcément des Rouennais, ils sont actuellement 4, et nous leur souhaitons évidemment une inclusion heureuse dans cette magnifique école Jean-Philippe Rameau. Donc nous devons délibérer pour signer la convention entre la ville propriétaire des locaux et l'IDEFI qui gère le dispositif. Merci. Merci. La parole est à Madame Bérubé.
Merci, monsieur le maire, madame l'adjointe, mes chers collègues. Pour notre part, ça sera une courte explication de vote sur cette délibération. Et on souhaitait le dire clairement, l'ouverture d'une unité d'enseignement en maternelle pour les enfants atteints d'autisme est une mesure nécessaire pour permettre à ces enfants de bénéficier d'un accompagnement adapté tout en étant scolarisés. Et ça constitue une réelle avancée dont on ne peut que se réjouir. Mais sincèrement, on ne peut constater qu'il était plus que temps. Ce sujet n'a malheureusement pas été pris en charge à la hauteur des besoins depuis de trop nombreuses années. Les familles qui sont concernées font face à de grandes difficultés, le manque de place, des parcours administratifs qui sont lourds et des solutions qui sont soit trop rares, soit trop tardives. Et cette réalité, elle ne date pas d'hier, mais il aura fallu attendre le dernier conseil municipal de la mandature pour qu'on s'en saisisse. On note aussi que 7 enfants sont accueillis. Alors, même si ça reste évidemment positif pour ces mêmes enfants, ça ne doit pas masquer des besoins qui sont évidemment plus larges et qui, de ce fait, existent à Rouen. Et je souhaite le dire sincèrement aux Rouennais qui nous écoutent, que s'ils nous font confiance, ce sujet sera traité avec beaucoup de sérieux puisque nous portons des propositions qui sont concrètes pour répondre aux besoins des enfants qui souffrent d'autisme, mais aussi de leur famille. D'ici là, et évidemment, dans cet esprit, nous voterons plus que favorablement cette délibération. Je vous remercie. La parole est à Jean-Pierre Trédé. Merci, monsieur le maire. Nous nous félicitons de la convention de fonctionnement de l'unité d'enseignement maternel autisme qui nous est proposée à l'école Jean-Philippe Rameau. Ce dispositif d'accueil d'enfants avec le trouble du spectre autisme, TSA, et avec l'IDEFI, Institut départemental de l'enfance et de la famille et du handicap, est une action en faveur de l'inclusion qui se décline suite à d'autres actions déjà prises par la ville et qui renforcent Rouen en tant que ville inclusive, dont nous rappelons, entre autres, son partenariat issu avec une convention de l'UNIDEP, Unité d'intervention départementale précoce, du CHU et du Centre de ressources autisme Normandie Seine-Eure. Partenariat dont l'objectif est le diagnostic des troubles du spectre autistique et prise en charge précoce des enfants, l'accueil en milieu ordinaire, crèche, halte garderie, bénéficiant d'un accompagnement des équipes et l'identification de temps d'accueil individualisé et ajustable. Bien évidemment, sans oublier l'unité d'enseignement en maternelle Association Autisme Normandie, gérant les établissements dont une école maternelle Grindeur à Rouen, permettant un mode de scolarisation adapté pour les enfants avec TSA. Aussi, dans le cadre de la convention proposée aujourd'hui, nous approuvons également les actions de sensibilisation à l'autisme qui seront dispensées par le centre de formation, notamment pour les agents administratifs et techniques dont ASTEM et périscolaires. Et nous en profitons pour alerter sur une mesure inacceptable du projet de loi de finances 2026 qui vise à plafonner les recettes de la cotisation du Centre national de la fonction publique dont les missions principales sont la formation des agents et qui sera contraint à devoir rembourser 45 millions à l'État. Cette mesure gouvernementale est inacceptable et nous affirmons que la formation professionnelle des agents territoriaux ne doit pas être une variable d'ajustement budgétaire. Enfin, le groupe communiste votera la délibération sur la convention qui nous est proposée. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Donc, Elisabeth Labaye pour réponse. Oui, juste pour rappeler ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est un dispositif de l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale qui le finance, c'est-à-dire l'État, et nous regrettons que la droite au pouvoir, depuis déjà un bon moment, n'ait pas jugé bon créer davantage de classes de ce type. Ce n'est pas notre responsabilité. Nous sommes prêts à accueillir encore beaucoup plus d'enfants en situation de handicap et nous sommes prêts à mettre les moyens pour rénover et aménager des classes pour ces enfants. Merci.
Merci. Je mets aux voix. Donc, qui vote contre? Je crois que personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, il y a unanimité sur ce sujet. Nous passons à la délibération numéro 29 qui concerne les modifications du tableau des emplois du personnel municipal. Et le rapporteur est Mathieu de Montchalin, adjoint en charge notamment des ressources humaines. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. C'est une délibération qui fait l'objet de questions bien normales à chaque fois, et je vois déjà le micro de Monsieur Deveau qui clignote. Mais permettez-moi, juste avant de lui passer la parole pour entendre sa question ou sa remarque, de dire un petit mot en ce dernier conseil municipal. Cette délibération est préparée par la direction des ressources humaines. La direction des ressources humaines fait partie des directions support, des directions des moyens généraux, qui sont des directions qu'on ne voit jamais, qu'on entend peu et qui pourtant font tourner la machine municipale tous les jours, dans plein de conditions. Je pense que nous nous associerons tous à ces remerciements et à cet hommage. Et maintenant, je me prépare à répondre à votre question, Monsieur Deveau. Alors, Monsieur Deveau. Oui, merci, Monsieur le maire, chers collègues. 121. 121, c'est le nombre d'emplois que vous avez créés lors de ce mandat. Et comme nous l'avons dit dans la discussion budgétaire 2026, vous augmentez cette année encore de plus de 4% les dépenses de personnel, soit plus du double de l'inflation. Vous mettez à mal notre budget par ces dépenses de fonctionnement mal maîtrisées qui vont se payer des années durant. Nous savons également que votre budget est insincère par l'absence de prise en compte de notre dette bâtimentaire, la remise en état, en effet, de notre patrimoine immobilier, des équipements sportifs, des écoles, se monte à plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de millions d'euros. Cet endettement dissimulé, associé à l'explosion des dépenses de fonctionnement, nous conduit à un effet ciseau largement évoqué dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2023. Les magistrats vous enjoignaient à cette époque, pour ce mandat, je dis bien pour ce mandat, d'arrêter d'embaucher du personnel et de réinvestir massivement dans l'entretien de notre patrimoine. Or, le redémarrage de l'investissement a voulu d'abord servir votre politique écolo-bobo et non pas sauvegarder notre patrimoine en déshérence. Et la rénovation partielle de la basilique Saint-Ouen n'est qu'un arbre qui cache la forêt des besoins. Ensuite, vous avez continué à embaucher. En 6 ans, je crois qu'il n'y a eu que 2 conseils municipaux où vous ne nous avez pas présenté de nouvelles embauches. Alors, 121 postes vont nous conduire inéluctablement, en tout cas cette politique jusqu'alors, conduit inéluctablement une augmentation des impôts et de la dette, ce que nous refusons. Donc, pour conclure, je pense qu'il faut que nous remercions en effet collectivement les 2200 agents municipaux qui au quotidien remplissent leur mission, mais que les agents municipaux ne méritent pas que des remerciements. Ils méritent également du respect. Et ce respect, nous l'avons vu lors d'une manifestation de salariés de la ville au dernier conseil municipal, manque parfois, et en tout cas notamment dans les moyens financiers qu'on peut leur donner pour remplir leur mission, pour fonctionner. Donc ce n'est pas tout d'embaucher, mais également il faut donner les moyens de fonctionner. Et c'est dans ce sens-là que nous souhaitons orienter la politique municipale dans le prochain mandat. Voilà, donc je voulais faire juste un point sur cette situation de recrutement aujourd'hui. Et puis, d'autres solutions existent sur la gestion des villes et nous saurons les mettre en œuvre dans un mois. Merci. Bon, décidément, tout le monde se projette. Monsieur de Montchalin, ah non, Monsieur Bérégovoy, pardon. Oui, excusez-moi. Pardon, merci Monsieur le maire. Oui, c'est toujours la même intervention, donc moi je vais aussi faire la même. Vous dites que d'abord on a trop embauché et qu'on n'a pas assez dépensé dans les bâtiments municipaux. Alors, premièrement, on a dépensé 7 millions par an pour la rénovation thermique de nos bâtiments. Objectivement, c'est un effort extrêmement important. Alors, si vous voulez faire mieux, c'est possible. Il faudra nous expliquer comment et avec quelle méthode vous allez trouver l'argent magique que nous promettez aussi, semble-t-il, le gouvernement que vous soutenez.
Deuxièmement, sur les emplois nouveaux que vous voulez créer, notamment dans la police municipale, puisque vous dites qu'on a trop créé d'emplois et qu'on est dans une situation extrêmement périlleuse au niveau budgétaire, il faut nous expliquer une nouvelle fois comment vous allez faire. Et je vous repose la question, c'est le débat, c'est normal, normalement vous devriez le dire, nous on le dit. Est-ce que vous allez augmenter les impôts? Parce que vous prétendez que nous voulons le faire, aucun d'entre nous s'est exprimé là-dessus, et nous ne l'avons pas fait pendant le mandat. Donc, un, est-ce que vous voulez augmenter les impôts? Deux, est-ce que vous voulez faire des emprunts massifs? Comment, sous quelle forme? Je sais que vous êtes un spécialiste de l'emprunt toxique, donc peut-être que ça sera une nouvelle fois cette méthode-là qui sera trouvée. Et troisième solution, l'externalisation de nombreux services municipaux. Il faut nous dire lesquels et pas aller les voir en les caressant dans le sens du poil, mais dire dans quelques mois, si nous arrivons au pouvoir, vous ne serez plus salarié de cette ville. Expliquez-nous. Monsieur Marteau. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais prolonger le contenu de l'intervention de Jean-Michel Bérégovoy parce que il a été beaucoup question d'idéologie. Voilà. Mais l'extrême droite, tout comme la droite, traite le sujet de la même façon. Nous serions, nous la gauche, les seuls à être des idéologues et eux ne seraient que des pragmatiques. Bon. On sait qu'il en est rien. Et là, la démonstration et l'intervention de Monsieur Deveau illustrent parfaitement le propos. La droite libérale veut que les collectivités territoriales soient à l'os, soit avec le moins de fonctionnaires possible, sauf dans les secteurs éventuellement qu'ils ont fléchés de manière idéologique, comme par exemple éventuellement la police municipale, même si on a toujours dit ici que le sujet de la sécurité est une question beaucoup trop importante pour le laisser dans les mains des sécuritaires, et nous agissons aussi très concrètement sur cette question-là parce que c'est aussi une question, et nous pensons aussi que c'est une question importante, mais vous faites votre choix, vous considérez de manière idéologique qu'il faut consacrer des moyens à la police municipale. Par contre, en permanence, vous intervenez pour dire qu'on embauche trop dans l'ensemble des autres services de la ville. Eh bien, allez discuter avec les salariés de la ville et vous verrez qu'ils sont aussi dans des expressions très claires et qui nous disent aussi, et on le fait dans le cadre d'un budget contraint, que parfois ils aimeraient bien avoir 1 ou 2 collègues de plus pour réunir, pour effectuer leur mission, et qu'on fait des choix et que les baisses des dotations de l'État met aussi en difficulté les collectivités, y compris nous, donc on fait aussi des choix, mais on aimerait aussi être en capacité d'embaucher des personnels supplémentaires parce que nous sommes les vrais défenseurs du service public. Nous assumons que dans la société, il y a le secteur de l'entreprise qui peut évidemment et qui a sa mission, mais nous assumons que les services publics ont une mission essentielle dans le cadre de la construction du vivre ensemble. C'est essentiel d'avoir des crèches, c'est essentiel d'avoir des écoles, c'est essentiel d'avoir des animateurs, c'est essentiel d'avoir des services techniques qui interviennent dans la voirie. Tout cela pour nous est essentiel et nous assumons ça. Par contre, vous, en permanence, vous attaquez le secteur public, vous dénoncez le fait qu'on embauche et qu'on consacre des budgets dans ces secteurs, même si, notamment en période électorale, vous essayez de faire croire aux salariés de la ville que c'est pas cette ligne politique-là que vous défendez. Et ben, c'est cette ligne politique-là que vous défendez. Personne n'est dupe parce que vous développez aussi votre idéologie, et moi je l'assume, c'est pas un gros mot l'idéologie, c'est une façon de voir le monde, et donc il n'y a pas de scandale à ça. Donc il y a des idéologues d'extrême droite dans cette assemblée, il y a des idéologues de droite dans cette assemblée, il peut y avoir des idéologies écologistes et de gauche, c'est pas grave, on contribue au débat, et le débat public a lieu en conseil municipal, et ça c'est tout à fait normal. En tous les cas, je conclus mon propos, les services publics est quelque chose d'extrêmement important, vraiment, et nous assumons de nous battre le plus possible pour donner les moyens aux fonctionnaires de notre collectivité de réaliser leur mission dans les conditions les mieux possibles, même si on peut aussi entendre des expressions syndicales qu'ils aimeraient qu'il y ait, eux, ils le disent, qu'il y ait davantage d'embauches, contrairement à ce que vous dites.
Merci. La parole est à Marine Caron. Merci, monsieur le maire. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais quand j'écoute ce que je viens d'entendre, je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi, notamment sur ce dernier conseil municipal de la mandature. Vous faites le chantre, monsieur Marteau, d'être le vrai défenseur du service public. Eh bien, si vous étiez le vrai défenseur du service public, les agents municipaux, vous n'en seriez pas intéressés à 6 mois des élections, mais durant toute l'année. Et en l'occurrence, quand on les écoute, les agents municipaux, quand on va sur le terrain parler avec eux, les difficultés, elles sont réelles, oui. Et ce qu'on dit, et ce que monsieur Bruno Deveau a dit, c'est pas qu'il faut supprimer les agents tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'il faut mieux les accompagner et qu'il faut arrêter de recruter pour recruter n'importe comment. Et en l'occurrence, si vous parlez avec les agents municipaux, vous savez ce qu'ils vous disent? Ils disent qu'il y a de plus en plus, en effet, de cadres intermédiaires, mais qu'il y a de moins en moins de personnes sur le terrain. Donc, il faut faire des choix, en fait. Et faire des choix, c'est faire des choix pour les accompagner sur la qualité de vie, sur la qualité professionnelle, c'est sur la reconnaissance aussi, c'est sur le sens du travail. Et tout ça, en réalité, vous essayez sous couvert de... Enfin, c'est usant, mais c'est fatigant, en fait, d'entendre toujours... Mais je vais terminer, monsieur Marteau, et je suis très sereine, pas besoin de vous énerver, de vous mettre à crier, ça vous dessert au quotidien de crier, parce que c'est ce que vous faites le mieux, au final. Donc, vous faites le chantre de dire idéologie ici, idéologie là-bas, idéologie partout. En fait, ça n'a aucun intérêt par rapport à ce que véritablement on est en train d'évoquer ici. C'est-à-dire, en effet, les agents municipaux qui travaillent au quotidien, qui sont les premiers confrontés aux difficultés sur le terrain. Vous voulez faire croire que vous seriez les seuls défenseurs, d'abord, allez vraiment leur parler, allez vraiment les écouter, et ensuite, on en reparlera ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la réalité... Personne n'est dupe. Hein. Ces expressions qu'on entend tout le temps, qui n'ont plus aucun sens au final, parce que elles sortent comme des aimants de rhétorique qui n'apportent rien du tout au débat. Elles font que attiser des problématiques dont on n'a pas besoin ici. En effet, nous on le dit très clairement, et les agents municipaux le disent eux-mêmes, il y a un vrai sujet sur la qualité professionnelle aujourd'hui à la ville de Rouen. Il y a un vrai sujet sur le dialogue humain, sur le dialogue social. Et ça, c'est des réalités que tout le monde dit. Vous nous parlez de les animateurs, c'est essentiel. Les animateurs, moi, je veux bien qu'on en parle, les animateurs. Hein. Ayet Zergui en a parlé tout à l'heure sur la question de l'accompagnement, de la formation de nos animateurs. Mais il y a plein d'autres, en fait, agents sur le terrain au quotidien, on en pourrait parler. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de faire croire qu'il y a les bien-pensants d'un côté et les mal-pensants d'un autre. Et surtout, arrêtez de caricaturer, de déformer les propos, parce que franchement, heureusement que le mandat se termine, parce que tout ça, on en a un peu marre de vous entendre le dire. Si certains en ont marre, ils ne sont pas obligés de continuer. Hein, alors, Nicolas Zully. Oui, merci Monsieur le maire. Moi non plus, je n'avais pas du tout envie d'intervenir, et en espérant qu'on pourrait avoir un dernier conseil municipal assez calme. Mais sincèrement, Madame Caron, vous devenez une caricature. Moi, je suis désolé, quand c'est pas les rats, c'est les mégots. Quand c'est pas, je dirais, les voitures, c'est le stationnement, c'est n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, allez, hop, on y va, allons-y gaiement. Ce sont les salariés de la ville, ce sont nos agents municipaux. Moi, je suis désolé, vous êtes tout le temps dans le dénigrement. Et franchement, il n'y a absolument rien de constructif. Et pendant ces 6 ans, vous n'avez pas arrêté de dénigrer, vous n'avez pas arrêté, je dirais, de ne rien proposer. Et tout d'un coup, parce que vous êtes candidate à quelque chose, eh bien, pour l'instant, vous seriez avec des solutions miracles. Mais écoutez, les solutions miracles, pendant 6 ans, vous auriez pu aussi, je dirais, dire un certain nombre de choses. Et vous ne l'avez jamais fait. Non, 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 on arrête. S'il vous plaît, je reprends exactement votre même argumentaire. C'est-à-dire que, en gros, vous seriez les bons et on serait les mauvais. Eh ben non, je suis désolé. Moi, en tant qu'adjoint de secteur, mais je peux parler de l'ensemble de mes collègues qui sont ici au niveau du conseil municipal et qui ont eu des responsabilités et qui ont encore des responsabilités au moins jusqu'au 22 mars, et on espère au-delà. Nous avons toujours été en contact avec nos agents. Il n'y a jamais eu, je dirais, l'ombre d'une seule césure ou d'un seul différend, je dirais, sur les moyens d'agir. Les élus de secteur, je vais les citer parce qu'ils sont quand même si importants. Il y a eu Pierre-Yves Roland qui, pour le coup, après est parti, mais donc Stéphane Marteau qui a pris la parole. Je parle d'Adrien Nézet, je parle de Valentin, je parle de Frédéric Marchand qui n'est pas là. À chaque fois, nous avons toujours eu des rapports, certainement beaucoup plus que vous, avec l'ensemble des agents de la ville, de la DEPN, mais aussi des autres services de par notre statut d'adjoint de proximité. Et qui dit proximité, dit aussi proximité avec les agents. Alors je crois qu'on sait ce dont on parle. Tout n'est pas
pas parfait pour paraphraser ce qui peut être dit par le maire, mais en tout cas, je peux vous assurer que quand il y a des sujets, on les aborde franchement, carrément. Je ne dis pas qu'il y a des réponses à tout, mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire que de notre part, il y a véritablement un jean-foutisme envers nos élus, enfin, envers nos salariés, envers les agents qui font que ça. Différente par rapport, en effet, au personnel municipal. Encore une fois, les manifestations qui ont eu lieu dans cette enceinte montrent qu'il y a peut-être quand même une certaine insatisfaction qui puisse apparaître. Encore une fois, bon, c'est pas la peine de s'étriper aujourd'hui. Nous savons bien que dans un mois, il y a les élections. Comme l'a dit Monsieur le maire, ça sera projet contre projet. Et voilà, donc on en reste là, mais évitons des propos excessifs que j'entends du côté de la majorité. Merci. Bon, si je puis me permettre, il y a une petite répartition œcuménique parfois de propos excessifs des deux côtés. Je change un tout petit peu de sujet, mais pour remettre un peu de fond dans nos débats. Tout à l'heure, Monsieur Deveau, vous parliez c'était intéressant parce que je le dis pour nos auditeurs, vous parliez de la basilique Saint-Ouen. Vous avez dit la basilique Saint-Ouen, pas l'abbatiale. Et effectivement, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais historiquement, au départ, avant la cathédrale, enfin l'abbatiale, pardon, Saint-Ouen, il y a eu à l'époque mérovingienne, si je ne dis pas de bêtises, une basilique, effectivement. Je vous invite à vérifier sur Internet. Je crois que c'est le 6e siècle, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est toujours bien de revenir dans l'histoire pour reprendre un peu d'apaisement. Alors, ensuite, Madame Lesconec. Justement, je reviens dans l'histoire, mais dans l'histoire présente, des questions ont été posées par Monsieur Bérégovoy auxquelles nous n'avons pas de réponse, dans l'enceinte et dans le moment présent. Oui, Madame Lesconec fait référence au choix que feraient d'autres groupes politiques s'ils devaient décider où ils recrutent et où ils ne recrutent pas, c'est-à-dire où ils réduisent les effectifs. Monsieur Sprimont. Ouais. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Monsieur Marteau, je vais enfoncer le clou par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de sécurité et vous avez dit, nous, la sécurité, on s'en occupe. Mais vous plaisantez, monsieur Marteau. Vous avez vu ce qui se passe à Rouen. Vous avez vu l'analyse des chiffres du ministère de l'Intérieur. Belle façon de s'occuper de la sécurité sur Rouen. C'est même l'un des fiascos de votre mandat, monsieur Marteau. Ce que je note, c'est que vous confondez services publics et agents municipaux. Il y a effectivement, et ça a été souligné par le groupe Rouen Avenir, toute une réflexion à mener sur justement une meilleure répartition des agents municipaux pour un meilleur service aux Rouennais. Vous savez ce qui se dit, c'est trop de gens dans les bureaux et pas assez sur le terrain. Donc il y a une réflexion à mener à ce niveau-là. Et puis ensuite, il y a un indicateur qui doit nous interroger, c'est ces centaines d'équivalents temps plein d'absentéisme. On est sur un chiffre qui est en décrochage par rapport aux villes de même strate. Et ça aussi, ça doit nous interroger sur les conditions de travail, en fait, des agents municipaux de la ville de Rouen. Bref, il y a beaucoup à faire. À chaque fois, vous critiquez nos interventions au niveau, justement, de vos décisions concernant les effectifs municipaux. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup à dire. Monsieur le maire, chers collègues, merci de m'avoir écouté. Ok, allez, je passe finalement la parole au rapporteur, Monsieur de Montchalin. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors moi qui avais peur que cette délibération soit un petit peu aride, je vous constate avec joie qu'elle a donné lieu à un concentré de programmes municipaux de toutes parts, à un peu de philosophie politique, à une nouvelle gestion des bâtiments de la ville. C'est bien la preuve que les directions qui relèvent des moyens généraux sont à la base de tout. Je vous remercie pour cette démonstration et j'ai pas d'autres réponses à apporter. Merci. Je veux juste rappeler, je l'avais déjà fait lors des débats budgétaires, mais je veux juste rappeler, parce que parfois il est indiqué, je ne sais plus quel était le terme exactement employé, qu'il y aurait eu une explosion des dépenses de fonctionnement, et en particulier RH, dans notre commune. Ça n'est pas exact. Si je reprends encore une fois les chiffres des années précédentes, et on peut remonter jusqu'à 2014, 2015, 2016, etc., vous constaterez que non seulement nos dépenses de fonctionnement en général et nos dépenses de ressources humaines en particulier sont toujours contenues, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas significativement augmenté
par rapport à notre budget global, mais qu'elles sont en plus inférieures à la moyenne des collectivités de même strate. Si je prends les dépenses de fonctionnement par habitant de la ville de Rouen, aujourd'hui, 2025, on est à 1 373 € à peu près par habitant. La moyenne sur les communes de plus de 100 000, c'est la norme de l'AMF, de l'Association des maires de France, c'est 1 402. Voilà. Donc je ne dis pas que nous avons la plus basse dépense de fonctionnement de France, ça serait malhonnête, mais il est tout à fait exact et factuel que nous avons des dépenses réelles de fonctionnement qui sont inférieures à la moyenne des communes. On n'en tire pas de gloire, c'est juste un fait, c'est tout. Après, il y a un débat sur comment on utilise cet argent, ça c'est autre chose. Monsieur Sprimont, vous voulez reprendre la parole? Vous voulez parler de la faucille cette fois? Non, 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 le marteau est suffisant. Mais là, j'ai peur que vous disiez que vous le trouviez nécessaire. Oui, tout à fait. Non, non, tout à fait. Juste pour rebondir sur vos propos, parce que j'ai étudié les chiffres, et effectivement, ce que vous dites est vrai, puisque vous nous comparez aux villes de même strate. Seulement, quand on se compare aux villes de même strate, on a un pourcentage de contribuables qui est significativement moins important dans la ville de Rouen que dans les autres villes. Ça veut dire qu'en fait, pour le contribuable, cette masse salariale pèse beaucoup plus que dans les autres villes. N'oubliez jamais qu'il n'y a que 26% de Rouennais qui payent la taxe foncière, et donc qui alimente notre budget. Voilà, c'était la tenaille pour, en quelque sorte, conclure vos propos. Merci, Monsieur Sprimont. Mais puisque vous êtes dans une petite joute rhétorique, permettez-moi d'y répondre également. Vous avez fait un petit sophisme dans votre, je le dis pour les étudiants, pour les jeunes, dans votre propos. C'est-à-dire que vous avez passé sous silence un présupposé de votre argumentation qui consisterait à penser que le budget qui alimente donc effectivement les dépenses de recettes, c'est d'abord la taxe foncière. Mais vous n'avez pas précisé quelle est la part de la taxe foncière dans les recettes de la ville. Et ce qu'il faut que tout le monde sache, c'est que bien sûr, la taxe foncière est une des recettes de la ville, mais que la ville de Rouen, comme toutes les collectivités, a d'autres recettes qui sont alimentées par d'autres ressources, y compris des dotations d'ailleurs de l'État, par exemple. En d'autres termes, pour le dire simplement, les ressources d'une ville ne dépendent pas uniquement de la fiscalité dans la ville. Donc il est malhonnête, ou en tout cas un tout petit peu taquin ou sournois, rhétoriquement s'entend bien sûr, de faire croire que ce sont seulement sur, allez, votre clientèle électorale peut-être, en tout cas celle que vous visez, que s'exprime la pression fiscale pour alimenter le budget de la ville. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, et vous le savez, mais vous ne le dites pas, donc je le dis. Allez, on va passer sur ces modifications au vote. Qui vote contre? Merci de lever la main, Monsieur Sprimont. Je ne vous encourage pas à voter contre, mais je vous encourage à voter. Qui s'abstient? Personne. Allez, c'est adopté donc. Nous passons à la délibération numéro 30. Sur le recours à des vacataires pour l'astreinte bâtiment de la ville. Monsieur de Montchalin. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Cette délibération est assez simple et j'imagine qu'elle donnera lieu à une question, mais juste pour la repréciser dans le contexte. Vous savez que le maire est responsable de la sécurité au sein de la commune et donc notamment en cas de péril, par exemple à la suite d'un incendie, par exemple à la suite d'une chute de cheminée, par exemple à la suite d'accidents de personnes, nous sommes obligés de prendre jour et nuit, 365 jours par an, 365 jours par an et 24 heures sur 24, des décisions de préservation ou de sécurisation de notre patrimoine. Nous sommes dans une ville qui a un patrimoine extrêmement nombreux et ancien, et là je parle du patrimoine privé et pas du patrimoine municipal, Monsieur Deveau. Et donc ce patrimoine peut donner lieu à des désordres. On l'a vu il y a encore quelques jours avec la tempête, avec des risques de chute de cheminées. Ces décisions qui sont parfois prises la nuit, le week-end, très rapidement, puisque on ne peut prendre aucun risque, nécessitent l'intervention d'agents
très spécialisés avec des caractéristiques techniques et des compétences techniques extrêmement précises. Et la ville renforce en permanence sa capacité d'agir, et tout ce que nous apprenons de chaque tempête, de chaque péril, de chaque incendie, de chaque accident nous amène à en permanence faire évoluer notre dispositif d'astreinte. Et c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui avec, pour l'année 2026, un renforcement de l'astreinte des bâtiments avec des agents spécialisés de type ingénieur ou architecte qui peuvent, jour et nuit, pour la sécurité des Rouennais, des passants, mais aussi des habitants de ces immeubles, être amenés à prendre des décisions de péril et donc parfois des décisions de relogement. Mais j'imagine que si la délibération était mise au débat, c'est qu'il y a une question, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie. Merci. Mais ça relève peut-être effectivement de l'imagination, parce que pour l'instant, personne ne demande la parole. Pourtant, il devait y avoir, mais une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, je mets aux voix sur la délibération numéro 30, qui vote contre, personne, qui s'abstient, personne, donc unanimité. Et on passe finalement à la 33, qui est la Convention de gestion des espaces publics métropolitains et de ses accessoires sur le territoire de la ville de Rouen. Mathieu. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais remercier l'Assemblée parce que c'est une des rares délibérations votées à l'unanimité que je présentais, donc j'y suis sensible pour le dernier conseil du mandat. Alors, j'espère qu'il en sera de même pour la numéro 33. Vous savez que il y a une répartition des rôles entre la métropole et la ville pour un certain nombre d'actions d'entretien et notamment des espaces publics. Nous avons mis en place des conventions qui permettent d'avoir ce qu'on appelle un principe de subsidiarité. C'est beaucoup utilisé dans le langage européen, mais c'est aussi valable à l'échelon local, à savoir que notre objectif est que, selon les désordres, selon les types d'intervention, selon les types d'entretien, on ait recours au service qui est le plus efficace, le plus à même de répondre et le moins onéreux. Et c'est pour cela qu'il y a en permanence des interactions, des mises à disposition et des prises en charge d'une collectivité par rapport à une autre entre la métropole et la ville. Et cette délibération vise à reproduire la convention de mise à disposition de personnel dans un sens ou dans l'autre, ou d'utilisation de ces personnels pour faire des actions, soit de la ville pour la métropole, soit de la métropole pour la ville. Mais j'imagine que là, il y a aussi une question et j'y répondrai avec plaisir. Je pense qu'on imagine, mais c'était prévu, mais visiblement, il n'y en a pas. Je regardais les présidents de groupe, mais non, il n'y en a pas. Bon, 2 fois, non, là, franchement, et j'ai même pas de troisième délibération pour dire j'avais 203. On va quand même faire le vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Donc, merci. C'est dommage que tu n'en aies pas une troisième. Ça aurait été un strike. On passe aux délibérations qui, a priori, ne font pas l'objet d'un débat. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les présidents de groupe n'ont pas identifié a priori de débat sur les délibérations qui suivent. Donc normalement, elles sont toutes à peu près votées à l'unanimité ou alors avec des positions qui sont connues et qui ne nécessitent pas de prise de parole. Bien sûr, toute délibération peut être mise au débat jusqu'à la dernière seconde par n'importe quel élu, mais je vais aller plus vite du coup. La numéro 1, donc c'est la SEM Azer et Rouen Habitat. Il vous est proposé de désigner comme élu Jean-Michel Bérégovoy pour la boucle d'autoconsommation collective sur les Hauts-de-Rouen. Personne n'intervient. Jean-Michel Bérégovoy ne prenant pas part au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Unanimité. La numéro 2, c'est la mise en œuvre d'un escape game aux grosses horloges. Ça peut intéresser le public. Ouais, on va faire un escape game aux grosses horloges. Voilà. Et il faut un tarif. Bon, ça c'est moins drôle. Mais il y a un tarif. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Il y a unanimité. Merci. La numéro 3... c'est la demande de renouvellement d'agrément auprès de la préfecture pour les classes préparatoires à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, donc il y a unanimité. La numéro 4, c'est les ateliers de remobilisation éducative, convention entre le collège Georges Braque et la ville de Rouen. Oui, parce que la ville, normalement, ne s'occupe pas des collèges, elle s'occupe des écoles. Les collèges, c'est le département. Mais il y a quelques sujets sur lesquels on intervient dans les collèges, dont celui-ci. Y a-t-il des votes contre?
Non. Des abstentions? Non plus, donc unanimité. La numéro 6 dans notre politique de féminisation, c'est la dénomination de 4 bibliothèques avec des noms féminins. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus, donc il y a unanimité. La numéro 7, c'est l'évolution du dispositif d'aide au départ en vacances, Rouen Vacances Jeunes, pour les 11-17 ans. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, unanimité. La numéro 9, c'est le relais petite enfance. C'est la convention avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale de la Seine-Maritime. Y a-t-il des votes contre? Non, des abstentions? Non plus. Unanimité. La numéro 10, c'est le renouvellement de la convention d'objectifs, là aussi, avec la CAF, la ville et le lieu d'accueil enfants, parents, Ludobule. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus, donc unanimité. La numéro 12, c'est la prorogation du taux de participation des familles en crèche. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Unanimité. La numéro 13, c'est l'extension d'une crèche, les Petits Becs, du centre Henri Becquerel, les Petits Becs BECQS. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Donc unanimité. La numéro 14, c'est la convention avec l'Armada, qui est une association, en 1901, Armada de la Liberté, pour 2026-2027. Prochaine Armada en 2027. Monsieur Coupard à la droite. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, s'il existe des manifestations publiques locales qui réunissent tous les Rouennais et toutes les Rouennaises, quelles que soient leurs idées politiques, l'Armada de Rouen en est certainement l'une des plus emblématiques. Il est de notoriété publique locale, nationale et même internationale que l'Armada est l'une des plus belles manifestations nautiques au monde. Elle est notre légitime fierté et nous réunit tous. Que la ville de Rouen aide financièrement l'association qui organise cette manifestation de façon très importante. Il s'agit là d'une colossale subvention de 500 000 € que la ville lui attribue, est tout à fait normale, tout à fait légitime. Tout le monde approuve. Votre majorité municipale, qui a subi une écologie punitive très forte durant ces 6 dernières années, a pris la décision de supprimer les 24 heures motonautiques de Rouen en mettant en avant un mauvais bilan carbone, ce qui est totalement faux d'ailleurs, comme nous vous l'avons prouvé publiquement lors d'un précédent conseil municipal. Ce soi-disant mauvais bilan carbone justifiait votre action, votre décision très dogmatique et sectaire que tous les Rouennais ont regretté et regrettent toujours amèrement. Notre groupe a demandé lors de précédents conseils municipaux que l'Armada publie son bilan carbone, non pas dans une volonté manichéenne d'opposer une manifestation à une autre, mais simplement dans le but d'avoir une vision éclairée de l'impact carbone de cette manifestation comme de toutes les manifestations publiques rouennaises. Toute manifestation publique par nécessité génère une activité et donc a un impact carbone. Il est donc important de connaître cet impact réel dans un esprit de totale transparence et de le mettre en liaison avec une transition écologique. Monsieur Bérégovoy, nous ayant tout à l'heure fait une intervention sur l'impact carbone de nos déplacements en avion ou de notre mode de vie actuel, ne pourra que louer cette demande de transparence et je l'en remercie par avance. Alors, s'il a été annoncé publiquement que l'association de l'Armada publierait son bilan carbone, il est un fait que tout le monde pourra vérifier que ce bilan carbone n'a pas été rendu public via leur site. Alors oui, pour une belle et grandiose Armada 2027 qui fera la fierté de notre ville. Alors oui, pour une totale transparence de l'impact écologique de toute manifestation rouennaise. Alors oui, pour mettre en avant toutes les manifestations nautiques à Rouen. Alors oui, pour le retour des 24 heures motonautiques à Rouen. Je vous remercie. Monsieur Silemanso. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues, Monsieur Coupard à la droite. Sur les 24 heures motonautiques, il vous a été répondu à de nombreuses reprises lors de précédents conseils sur votre demande de publication d'un bilan carbone sur la manifestation de l'Armada. Je voudrais rappeler que l'association Armada, qui est autonome, a fait une conférence de presse spécifique sur ce sujet du bilan carbone, donc qui a fait l'objet de nombreuses publications. Elle a fait l'effort, cette association qui représente cet événement vraiment patrimonial pour notre belle ville, de mandater un cabinet extérieur pour justement faire ce bilan carbone. Ce bilan a très bien montré que l'association Armada était très vertueuse, accompagnée par la ville de Rouen et la métropole, sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce bilan, il a aussi étonnamment montré que le bilan carbone, en fait, il se faisait pour les visiteurs en se rendant à l'Armada et pas du tout sur le lieu de la manifestation. Voilà, c'est une réponse à votre question.
Merci. Mathieu de Montchalin ne prendra pas part au vote. Ce qui concerne les 24 heures, effectivement, les 24 heures motonautiques, moi, je veux juste effectivement rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent qu'on a déjà eu ce débat à plusieurs reprises. On va le dire clairement, hein, certains proposent visiblement de remettre les 24 heures motonautiques. Ben, les électeurs trancheront. Allez, je mets aux voix. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, unanimité sur cette délibération Armada de la Liberté. La numéro 14. La numéro 15, c'est une annexe à une convention de gestion de la patinoire sur le centre Guy Boissière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Non. Unanimité. La numéro 16, c'est la signature du contrat de dépôt pour du mobilier dans l'église Saint-Nicaise, avec le déclassement du domaine public et la cession de plusieurs objets mobiliers. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, il y a unanimité. La 17, c'est l'acquisition d'un terrain auprès de Rouen Habitat rue Newton. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La 18, c'est la cession d'un terrain au profit de Rouen Habitat rue Newton. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La 19, c'est l'acquisition d'un bien vacant 100 mètres au 13 bis rue du Petit-Quevilly. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La numéro 20, c'est la cession et l'acquisition d'immeubles pour la réalisation de la phase sud du projet de Parc des Sources, donc c'est quartier ouest, rive droite. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La 21, c'est l'autorisation de rachat d'immeubles à l'EPFN, l'établissement public foncier de Normandie, sur le programme d'action foncière. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La numéro 22, c'est le compte-rendu habituel des décisions que je prends comme maire dans le cadre de ma délégation. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Oui, Madame Bérubé. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Bon, je ne vais pas revenir sur la forme que prennent les décisions que vous prenez, Monsieur le maire, dans le cadre des délégations qui vous ont été consenties, puisque vous êtes encore une fois dans votre bon droit en nous envoyant le tableau récapitulatif. Par contre, là où je vais revenir encore, c'est sur le décret du 7 octobre 2021 qui prévoit la publication légale des actes administratifs. Donc je cite, comme j'ai cité la dernière fois, mis à disposition du public dans leur intégralité et sous format non modifiable. Donc, lors de ma dernière intervention à ce propos, Monsieur le maire, vous m'indiquiez que vous alliez éventuellement vous renseigner en interne et vous me disiez avec beaucoup de malice, puisque j'avais dit que les deux collectivités, à savoir la métropole et la ville de Rouen, avaient à leur tête la même personne et que la métropole, elle, publiait ses actes administratifs. Donc, il n'y avait absolument aucune volonté de dissimulation, ce que je ne sous-entendais pas. En revanche, on me proposait un SMS de Mathieu de Montchalin. Je ne l'ai pas eu, mais pas à ce sujet-là en tout cas. Voilà. Bon. Donc, Monsieur de Montchalin, Marie Bérubé attend un SMS de votre part. Et pour ce qui concerne les décisions, elles sont sur le site, hein, toutes les décisions du maire. Donc, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent. Si vous allez sur rouen.fr/décision, vous verrez, il y a les décisions 2026, 2025, etc., etc., en format PDF, donc non modifiable. Alors, s'il manque des choses, il ne faut pas hésiter à nous le dire, bien sûr. Hein, mais voilà, tout est là. Madame Bérubé, vous vouliez reprendre la parole là-dessus? Monsieur le maire. Oui, alors de ce fait, c'est que ça pose la question de l'accessibilité de ces mêmes décisions, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu ce que je fais tous les jours dans le cadre de mes fonctions professionnelles. Donc, rendre accessible au public les décisions qui sont prises dans le cadre de vos délégations, Monsieur le maire, c'est important. Donc, visiblement, elles sont accessibles sur le site. Maintenant, la question, c'est éventuellement leur chemin d'accès. Mais vous me disiez exactement la même chose quand je relatais le fait que les vidéos YouTube de nos réunions du conseil municipal n'étaient pas accessibles. Et finalement, elles sont arrivées au compte-gouttes une semaine après mon intervention. Donc je ne sais pas si c'est de la magie ou pas, mais voilà, peut-être revoir leur accessibilité pour que chacun puisse avoir accès aux décisions que vous prenez dans le cadre de votre délégation, Monsieur le maire.
Bon, enfin, encore une fois, hein, tout est là. Je ne sais pas ce que je peux vous répondre de plus. Tout est sur Internet, tout est disponible. Et si quelqu'un n'a pas accès à Internet et souhaite avoir accès à une telle ou telle décision, il peut bien sûr en faire la demande par tout moyen écrit. Mathieu ? Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je suis désolé de ne pas vous avoir adressé de SMS à ce sujet, mais les services, notamment la direction juridique de la ville, à travers son directeur, Monsieur Guillaume Grandin, vous a adressé un mail pour répondre à toutes vos observations et questions sur ces problèmes de publication. Je vous remercie. Ok, en tout cas, je le dis pour le public, puisque c'est un sujet évidemment important, hein, tout est disponible. Et le chemin Internet n'est pas ultra compliqué, c'est rouen.fr/décision. Et comme il y en a plusieurs, c'est avec un S. Voilà, c'est tout. Ok, on passe à la numéro 23, qui concerne des garanties d'emprunt de plus de 3 131 000 euros pour l'acquisition en vente en état futur d'achèvement, donc en VFA, de 30 logements situés quai de la Bourse par la société Logéocène. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Non plus. Donc il y a unanimité. La 24, c'est pareil, une garantie d'emprunt. Cette fois-ci, c'est plus de 3 432 000 euros pour 67 logements rue du Renard pour Adoma. C'est un modificatif. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non plus. La 25, toujours une garantie d'emprunt. Cette fois-ci, c'est 10 792 000 pour 90 logements sociaux, rue Alexandra Davinel à Rouen, donc pour la société 3F Normandie. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La 26, c'est l'autorisation de mise à disposition et de mise en place de servitudes au profit de Enedis sur la rue Géricault. Le but étant de faire le jardin Géricault à côté de l'Être Saint-Maclou, pour ceux qui voient où c'est. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions non plus. Unanimité. La 27, c'est la mise à disposition de locaux rue de l'Enseigne Renault au profit de la MJC du Mont-Gargan. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Unanimité. La 28, c'est l'état d'avancement de la gestion des autorisations de programme. Ça, c'est de la délibération récurrente qui sont votées au budget de la ville. Est-ce qu'il y a des interventions? C'est une présentation. Il n'y a pas de vote, à mon avis. Il n'y en a pas. Merci. La 31, c'est le renouvellement de la convention de partenariat avec les Amis des Archives municipales de Rouen. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Et enfin, la 32 est retirée. Donc, elle n'est pas mise au voie. On en a terminé donc avec l'ordre du jour du Conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non. Il me reste à remercier tous les services, ça a déjà été fait par plusieurs d'entre vous, mais je vais le dire au nom de l'ensemble du Conseil municipal, bien sûr, à remercier très chaleureusement l'ensemble des services municipaux pour l'ensemble du fonctionnement de la mairie et particulièrement l'organisation de toutes nos séances depuis 2020, y compris, on l'a déjà un peu oublié, mais c'était il n'y a pas si longtemps, dans des conditions de confinement, par visio, etc., etc. Donc vraiment, je pense qu'on peut les applaudir très chaleureusement. Et puis, je ne vais pas citer tout le monde parce que si je me lance dans les listes, je risque d'oublier des noms, mais mon petit doigt me dit, à vrai dire, certains se sont déjà exprimés, qu'il y a quelques élus qui ne seront de toute façon plus dans ce conseil puisque n'étant plus candidats. Donc, quel que soit le résultat, ils ne siégeront plus. Pour certains, ils siégeaient depuis longtemps. Si vous me permettez, je pense en particulier à ma première adjointe, Caroline Dutart, qui est juste à côté, qui a annoncé publiquement qu'elle ne se représentait pas, que je veux remercier à la fois personnellement et collectivement, et plus largement remercier tous les élus donc, qui arrêtent pour leur engagement au service de notre démocratie locale. Ils peuvent lever la main peut-être, c'est pas très... C'est un peu scolaire, mais il y en a quelques-uns quand même qui arrêtent. Voilà. Merci en tout cas à vous toutes et tous. On peut vous applaudir aussi. Merci donc, nous en avons terminé. Je rappelle que le conseil d'installation de la prochaine mandature, le conseil d'installation sera a priori le vendredi 27 mars. Donc les élections c'est le 15 et le 22. Et donc traditionnellement c'est le vendredi de la semaine d'après. Donc c'est le vendredi 27 mars à 18h. Vendredi 27 mars à 18h. Vendredi 27 mars à 18h, oui. C'est ce qui est indiqué.
Merci beaucoup. Merci à toutes et tous.